Trésor, mémoire de radio, présente. 13 mémoire de radio, presente. 13 mémoire de radio, presente. 13 mémoire de radio, presente. Il existe des tas de malentendus au sujet de Michel Simon. Le simple fait qu'après une carrière aussi prestigieuse, on ait de temps en temps tendance à vous oublier, comme on l'a fait en France. Des malentendus sur lesquels nous allons vous demander des explications, mais pas avant d'avoir fait de vous ce qu'on faisait au grand siècle, c'est-à-dire le portrait physique et le portrait moral. Le portrait physique, il a été admirablement fait par l'écrivain Paul Guth dans un livre qu'il a écrit sur vous. J'ai recopié ce portrait. Je vous ai demandé si vous acceptiez de le lire. Vous l'avez. Voulez-vous le lire et le commenter si le cœur vous en dit? Voilà, j'ai toute honte bulle. Vous allez comprendre pourquoi. Portrait de Michel Simon par Paul Guth. Le menton forgé à coups de marteau. Ça commence bien. Ça ressemble déjà au jeu de massacre, non? Lui remonte jusqu'au milieu du visage et semble se démantibuler aux charnières des mots. Ses joues se gonflent en deux ballons de chair entre lesquels s'enfouit le losange de la bouche qui s'ouvre et se ferme en coulissant. Le rire découvre un cercle de dents minuscules au centre duquel flotte la langue qui écrase ou délivre la parole, source ou bouillie. Dans l'effort vocal, elle dérape. Il cligne des paupières pour retenir la glissade, se raccroche, laisse crever la bulle du mot, puis sourit béatement, comme s'il assistait assis sur un menhir à la naissance du vocabulaire. J'avoue que c'est rigolo. Mais enfin, j'en fais des fraises, alors je ris un peu jaune. Au-dessus du nez de boxeur, cassé, blindé de plaques de chair, règne la grâce. Alors là, il se rachète, il a des remords. Des yeux admirables, agiles, rieurs, d'un brun sans défaut, s'enchâssent dans des paupières qui peuvent se rabattre en capote de cuir, dans l'hivernage de l'ennui, ou se relever à fond pour le comique ou la stupeur. Lavé de tout soupçon, il s'accorde avec les cheveux bouclés qui ressemblent à ceux des pâtres grecs. Et grémenterait quelques couronnes de gloire ou de vendange. Évidemment, c'est de la belle littérature. Mais enfin, est-ce que le portrait est fidèle? Alors ça, c'est à vous de juger. Est-ce qu'il correspond à ce que vous voyez dans la glace le matin quand vous vous rasez? Moi, je ne demande pas mieux qu'avoir des boucles de pâtre grec. C'est un tas de choses qui me plaisent là-dedans. Mais le menton forgé à coups de marteau, des dents minuscules, enfin, tout ça, c'est un peu exagéré. C'est une caricature. Bienveillante, parce qu'il y en a eu d'autres qui étaient méchantes. Voilà, et puis il faut se faire une raison, faut que je continue avec cette gueule-là. On va aller voir un esthéticien. Mais alors je serai sans engagement. Pensez à ça aussi. Et au moral. Au moral, on a tendance, comme je le disais avant que vous entriez, on a tendance à vous voir à travers vos personnages, bien sûr, et la plupart d'entre eux sont louches. Oui. Alors, pour tâcher d'obtenir de vous un portrait moral, nous avons fait appel à Claude Berry, le jeune réalisateur qui a
mis en scène votre avant-dernier film, ce qui n'est pas encore sorti au Canada, Le vieil homme et l'enfant, dont nous allons présenter une séquence d'ailleurs au cours de l'émission. Alors, Claude Berry a tracé de vous ce portrait. Je dois dire que Michel Simon a sa part de création dans la mesure où ce qu'il est m'a inspiré. Michel Simon est pour moi le plus grand acteur au monde. Enfin, ça c'est un peu banal, beaucoup de gens le pensent. Pour moi, personnellement, Michel Simon est l'homme le plus complexe, le plus difficile à connaître, le plus contradictoire, peut-être l'homme le plus difficile à connaître. Michel Simon est certainement le premier mythe vivant que j'ai eu l'occasion de rencontrer. Michel Simon est exactement... Alors la contradiction est que Michel Simon est exactement ce que le public s'imagine qu'il est, et il est exactement le contraire. Michel Simon est la bonté même, il est aussi capable d'être méchant, il est cruel, il est tendre, C'est un homme très très complexe. C'est l'homme qui probablement va le plus loin dans ses contradictions, dans ses défauts, dans ses qualités. C'est un monstre. Ah bah, je suis servi, dites donc. Voilà. Et qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux là-dedans? Eh bien, que je sois le plus grand acteur du monde, ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Et le plus modeste. Mais oui, le plus modeste. Non, pas le plus modeste, mais... Non. Non, je ne vais pas tous les lauriers. Non, la modestie, je laisse tomber. On ne va pas loin dans ce métier avec ça. Voilà, bien pour le reste, ma foi, je fais des réserves. Vous savez, c'est le cher Jean Cocteau qui a trouvé cette formule du monstre sacré et qui fait fortune. Je pense. Moi, j'ai eu de grands amis parmi les grands comédiens. Lucien Guitry n'était pas un monstre sacré, c'était tout simplement un très grand acteur. Il n'avait rien de monstrueux, c'était un être adorable et délicat, dont les mots étaient parfois cruels. Vous connaissez sans doute celui-là. À propos de quoi, je ne sais plus. Son ami, il insulte son ami et il va jusqu'à vouloir la frapper, n'est-ce pas? Et puis elle pousse un cri, elle fond en larmes. Il la prend dans ses bras et dit « N'aie pas peur, je suis là ». C'est un mot d'homme d'esprit. C'est pas le mot d'un homme cruel. Mais ce mot qui a fait fortune a valu à Lucien Guitry de passer pour un être très dur, et c'était pas le cas. Il y a des mots de Sacha aussi qui ont créé des malentendus terribles entre le public et lui. Des mots qu'on a dit de Sacha qu'il était très orgueilleux, par exemple. Je ne connais pas un homme moins orgueilleux que Sacha. Un jour, je lui dis, vous devriez écrire une pièce pour un grand comique que j'adore, qui est Groc. Une pièce pour Groc, pour vous et pour moi. Il me fait cette réponse qui n'est pas la réponse d'un homme orgueilleux. Il me dit, eh bien, merci de me faire écraser entre ces deux monuments. C'est pas un homme orgueilleux qui a dit cela. Voilà, il y a des légendes comme ça. Est-ce que vous êtes méchant? Ou plus précisément, est-ce qu'il y a des types de gens qui excitent la méchanceté chez vous? Je me mets volontiers en colère, mais c'est toujours pour une raison. Et la colère, des fois, m'a conduit une fois au tribunal de la Seine, sur le banc d'infamie. Ça m'a valu 8 jours de prison. Mais comme c'était pendant l'occupation, c'est aujourd'hui un titre de gloire, évidemment. Contre qui vous étiez mis en colère comme ça? Contre un imbécile qui m'avait traité, je ne peux même pas répéter le propos, tellement il est injurieux. Et je peux le répéter. Bien sûr. Il m'avait traité de sale enculé. La prochaine fois, vous viendrez. Il y avait des dames, alors ça m'a...
blessé dans mon amour-propre. Il n'en faut... Il n'en faut pas davantage. Voilà, alors je lui ai mis des marrons dans la gueule, et puis il s'est alité, et puis voilà, le président qui jugeait cette affaire s'appelait Trouillard. Voilà. Je n'invente rien, je vous le dis. C'est comme ça. 8 jours de prison avec sursis. Mais vous avez la... Puis les armées américaines sont arrivées. Tout a été changé. Trouillard a dû être sans doute envoyé à d'autres occupations. Vous avez aussi la mauvaise réputation d'avoir une haine particulière à l'égard des gens bien pensants. Oui. Hein? Oui, je n'aime pas ça. Pourquoi? Je n'aime pas ça parce que j'ai de mauvais souvenirs d'enfance. J'ai été élevé à l'école évangélique de la rue Calvin à Genève. Voilà, un jour j'ai raconté ça. J'étais invité avec mon cher Marcel Achard à des fêtes qui avaient lieu non loin de la Devinière, dans la maison de la Devinière où le cher François Rabelais est né. C'était des Rabelaisiens qui m'avaient invité. Et alors, on avait donné la parole à l'Académie française, d'abord, avant moi, naturellement, il y a toujours des préférences. Et puis, Achard a fait un discours d'académicien avec des références, des dates et des choses très solidement étayées. Moi, on ne m'avait pas dit qu'on allait me passer la parole pour faire un discours. Et puis, très honnêtement, je me suis présenté aux Rabelaisiens, très près de la Devinière, et j'ai dit, voilà, je suis né à l'école évangélique de la rue Calvin. Ils se sont mis à rigoler, et ça a duré un quart d'heure, une demi-heure, ils n'arrêtaient pas de rire, je n'ai pas pu ajouter un mot à ça, tellement ça leur paraissait monumental, ma naissance, à l'école évangélique de la rue Calvin. À l'école évangélique de la rue Calvin, oui. On n'a pas gardé de vous le souvenir d'un élève très brillant. Non, mais... non, j'étais un élève médiocre. Mais où j'ai vraiment plafonné, c'est au collège de Genève, où j'ai été l'avant-dernier pendant 1 an, et où j'ai été renvoyé à la suite de cet exploit, et où la dernière place m'était volée par un élève qui ne venait pas. Cette justice a été réparée, du reste. J'ai eu la chance d'avoir été invité au 400e anniversaire de la fondation du collège. Il y avait là des collégiens qui étaient venus, parce qu'on est très attaché au collège de Genève, qui est une vieille institution. Et des collégiens étaient venus même de Chine. J'avais près de moi des collégiens qui avaient 86 ans, qui avaient tenu à assister à cela. Alors j'ai harangué ces 2000 anciens élèves du collège et leur dit, voilà, je suis victime d'une injustice et j'en souffre depuis maintenant une 50aine d'années. J'étais le dernier de la classe, j'avais les plus mauvaises notes et on m'a donné la 32e classe sur 33 parce qu'il y a un élève qui ne venait pas, qui m'a volé la dernière place. Est-ce que j'ai le droit de dire que je suis le dernier de la classe? Et d'une voix unanime, ces 2000 élèves m'ont dit, Michel, t'as le droit. Alors depuis ce jour-là, je dis, j'étais le dernier de la classe. Et ce qui m'a valu l'amitié du cher professeur Coponnet qui a fait des miracles pour me garder auprès de lui, parce qu'il tenait à m'avoir dans sa classe. J'étais un cancre peu ordinaire, j'étais pas un imbécile, j'étais pas un idiot. Et alors, pour amuser la classe, il me posait des questions le samedi, quand la classe s'était bien conduite dans la semaine, et j'ai exercé une influence sur les élèves qui, pour m'avoir le samedi, pour entendre le professeur me poser des questions et surtout pour m'entendre y répondre. Alors les élèves se conduisaient bien. Et le samedi, le professeur me posait des questions sur n'importe quel sujet, sur l'histoire, sur la géographie, sur l'arithmétique. Et je répondais brillamment des imbécilités qui...
Quels sont les métiers que vous avez faits avant de devenir comédien? J'ai fait pas mal de métiers. Le nez, c'est vrai. Oui, j'ai été professeur de boxe, j'avais une salle. J'ai eu un élève qui a été finaliste du championnat d'Europe, 6 mètres. Et j'ai eu de brillants élèves. Un qui a été champion suisse, enfin c'était moins brillant, mais un qui a été finaliste du championnat d'Europe. Et puis au bout de 3 ans, j'ai abandonné cette salle. Et puis j'ai été photographe, portraitiste, je suis diplômé. Oui. Premier de la classe? Premier de la classe, et puis à l'exposition de Gand pour des gommes bichromatées, des huiles, enfin c'était des procédés de l'époque qui étaient très compliqués. J'ai obtenu une récompense également, et je suis aussi photograveur. Et je trimballe mon matériel depuis une quarantaine d'années, en me disant, le jour où j'en m'aurai assez emmerdé au théâtre et au cinéma, je reprendrai mon métier de photographe. Ce qui a été excellent pour moi, parce que ça m'a donné beaucoup d'autorité. Je disais souvent aux gens de cinéma qui m'employaient, vous savez, j'ai pas besoin de vous. Moi, le jour où je vous quitte, je ne serai pas dans la misère, je n'irai pas à l'hospice des vieillards, des acteurs qui sont des vieillards, je reprendrai mon métier de photograveur. Et je suis un homme libre comme Québec. C'est une histoire assez curieuse. Amélie n'avait jamais rien voulu savoir avec un blanc. Au bout de 15 ans de fidélité conjugale, elle a marché avec un nègre. Comment, avec un nègre? Oui, un petit porteur de parasol. Un cadeau de Louis XV amoureux. Sacré Louis XV. Mon arrière-grand-maman n'avait pas de tempérament. Et bien qu'elle fût très belle, elle était fidèle. Pas une fois elle ne trompa mon arrière-grand-papa. Oui, c'était une vertu, comme on n'en voit plus. Mais depuis la Dubarry, la grande mode à Paris était d'avoir un petit nègre de Tahiti. Droit à Louis XV, très galant quand vint le jour de l'an, en offrit un aussi à Amélie. C'était un petit négro, tout ce qu'il y a de rigolo. Il avait dit l'histoire de jolies dents blanches dans une bouche toute noire. Quand Amélie recevait, c'est lui qui servait. Et le joli négrillon passait les bonbons en disant aux gens, y'a bon. Mais dites donc, elle est banale, votre histoire. Oui, mais attendez, c'est pas fini. Oui, mais un soir qu'Amélie allait pour se mettre au lit, en retirant sa chemise, elle vit surprise. Au milieu de ses draps blancs, le petit nègre tremblant, qui lui dit, moi, y en a froid, toi réchauffez-moi. Elle entra, vous pouvez le croire, dans une colère noire, mais sa colère finie, elle entra dans le lit. N'ayant pas le cœur inhumain, elle réchauffa le gamin. Vous devinez après ça ce qui se passa. Amélie et son négro firent méli-mélo. Elle passa dit l'histoire des tas de nuits blanches près de sa passion noire. Elle acquitte en peu de temps du tempérament. Et chiffant le jargon de son négrillon, elle criait dans le noir, y'a bon.